Allez, on a atteint déjà 390 personnes, c'est très bien. Donc, je redis bonjour à tout le monde. Bonsoir, Stéphane Signoret. Je suis journaliste spécialisé dans l'énergie et membre de la Compagnie des Négawatts. J'ai eu le plaisir d'animer ce webinaire ce soir sur ce sujet des énergies renouvelables et du nucléaire, avec ce titre « Comment choisir le mix électrique de demain ». Donc, c'est un débat bien franco-français, comme d'habitude, quand on est autour de ce sujet du mix électrique. Mais il a été remis bien en lumière dernièrement grâce aux travaux prospectifs qu'ont fait Négawatt, RTE et l'ADEME, par exemple. La crise ukrainienne aussi, bien sûr, a soulevé quelques points importants. Et puis, évidemment, le discours de Belfort du président Macron a remis sur scène ce questionnement. Donc, pour rappel, alors je veux bien que Yves nous passe la slide suivante, et la suivante d'ailleurs. Ensuite encore, pour vous rappeler que l'association Négawatt existe depuis 20 ans, hein, elle regroupe pas mal d'experts et des professionnels du secteur de l'énergie. Elle a créé un institut en 2009 qui porte des actions opérationnelles et ce même institut a créé une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Doremi et qui est dédiée à la rénovation performante des maisons individuelles. Donc l'expertise de Négawatt lui a permis de créer un scénario que vous connaissez probablement tous. En tout cas, on va en aborder une partie ce soir. Et à l'occasion de la sortie de ce scénario, Négawatt organise toute une série de webinaires toute l'année 2022, dont celui auquel nous assistons ce soir. Et puis, vous voyez là sur la diapo une liste d'autres sujets qui vont être abordés au cours de l'année, sur la rénovation dans le bâtiment, sur l'hydrogène, sur l'industrie notamment, et vous êtes bien sûr invité à y assister. Slide suivante, s'il te plaît, Yves. Donc, nos deux intervenants ce soir sont deux porte-parole de l'association de Négawatt, Yves Marignac, plutôt spécialisé sur la partie nucléaire, mais sur bien d'autres sujets, et Marc Jedliska, qui lui connaît très bien les énergies renouvelables. Donc, sur nos deux sujets, ils vont pouvoir à la fois vous faire une présentation intéressante et bien sûr répondre à vos questions. On a découpé cette session en trois. Il y aura une première partie où on fera un état des lieux et on expliquera les dynamiques en cours. Ensuite, on fera un temps d'analyse des scénarios, notamment ceux de RTE et de l'ADEME par rapport à Négawatt pour savoir comment ils sont placés. Et puis, on reviendra ensuite dans une troisième partie sur des éléments comparatifs entre renouvelables et nucléaires pour justement pouvoir, en tout cas, mieux analyser les positions respectives de ces deux énergies et comment on peut imaginer le mix de demain. Donc, à l'issue de chacune de ces parties, vous aurez l'opportunité de poser des questions. Je veux bien la slide suivante, Yves, s'il te plaît. Et comment on va faire pour récupérer vos questions, car vous êtes assez nombreux. On ne pourra pas le faire à l'oral, désolé. Donc, vous avez un outil questions-réponses dans Zoom, là, quand vous regardez la barre en bas de l'écran. Donc, merci de n'utiliser que cet espace questions-réponses pour poser vos questions. N'utilisez pas le chat, on n'aura pas le temps, la possibilité de le regarder correctement. Voilà, donc formulez vos questions de manière courtoise, s'il vous plaît, le plus précise possible, de manière à ce qu'on puisse y répondre le mieux possible également. Voilà, et puis bien sûr, pour finir, ce webinaire est enregistré, il sera disponible dans quelques temps en replay, et voilà, vous aurez l'occasion de le réécouter ou de le repartager si vous le souhaitez. Allez, je n'ai que trop parlé, maintenant à nos intervenants de prendre la main pour cette première partie. Et je pense que c'est Yves, peut-être, qui commence. Oui, je vais commencer effectivement. Bonsoir à toutes et tous. En commençant effectivement par un état des lieux et par peut-être poser de manière assez simple la problématique, hein, qui est évidemment aujourd'hui de réfléchir à l'évolution du système électrique français dans une perspective soutenable, ce qui veut dire bien sûr avant tout affronter l'urgence de la crise climatique. Et on sait qu'il y a à la fois l'enjeu de maintenir, voire renforcer la décarbonation du système électrique tout en électrifiant les usages. De ce point de vue-là, peut-être un premier élément qu'on peut amener pour l'évacuer en quelque sorte dès le début de ce webinaire, c'est de bien insister sur le fait que oui, du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, et même si on peut en discuter en termes d'analyse de cycle de vie, les énergies renouvelables électriques et le nucléaire, par contraste avec les énergies
les énergies thermiques fossiles pour produire de l'électricité sont bas carbone, et que donc, dès lors que l'on parle de décarboner le système de production d'électricité, c'est évidemment de ces deux options qu'il s'agit. Mais l'actualité nous rappelle aussi que, malheureusement, hein, dans les circonstances dramatiques que l'on connaît en Ukraine, que d'autres questions sont à l'agenda, les questions de sécurité d'approvisionnement, y compris dans des problématiques de long terme, y compris en cas de crise géopolitique, et à la fois du point de vue des vulnérabilités à certaines importations et du point de vue des effets sur les prix de ces crises. Et puis plus largement, et c'est quelque chose sur lequel Negawatt insiste largement avec son dernier scénario, eh bien, le système électrique, comme le reste de l'économie, doit être pensé, sa trajectoire doit s'inscrire dans une recherche de réponse à l'ensemble des enjeux de soutenabilité, ce qui, pour nous, passe notamment par le fait d'inscrire les projections dans cette matrice des 17 objectifs de développement durable introduite par les Nations Unies en 2015, et dont les Nations Unies elles-mêmes disent que c'est une matrice intégrée et indivisible. Et ça a évidemment son importance parce que le GIEC, notamment dans son rapport de 2018 sur les trajectoires compatibles avec l'objectif 1,5 degré à la fin du siècle, a insisté sur le fait que toutes les options de réduction des émissions de gaz à effet de serre ne se valent pas du point de vue de leur impact sur les autres objectifs du développement durable. Il a proposé une revue de littérature pour faire un chiffrage et donner des scores, en attribuant à une vingtaine d'options des scores entre -2 et +3 sur chacun des objectifs de développement durable. Ce que vous voyez ici, c'est le résultat de la comparaison des résultats de cette analyse du GIEC entre les énergies renouvelables en bleu et l'énergie nucléaire en brun-rouge. Vous voyez que globalement, les énergies renouvelables sont créditées de bien meilleurs scores. Le nucléaire, au contraire, est parmi la vingtaine d'options analysées, celle qui obtient les moins bons scores dans cette analyse du GIEC, et on retrouve en fait dans certains de ces mauvais scores du nucléaire vis-à-vis des objectifs de développement durable, des enjeux liés notamment à la santé et donc aux effets de la radioactivité par rapport au risque d'accident majeur, des enjeux liés à la durabilité des infrastructures par rapport à une transmission intergénérationnelle de charges liées aux déchets, des enjeux liés à la paix et la sécurité qui nous rappellent les problèmes de prolifération, et donc le fait que le nucléaire présente des problèmes spécifiques qui font que, en dehors de la dimension carbonée, il ne se place pas sur le même plan que les énergies renouvelables, et donc il y a un vrai choix à faire dans ce domaine. Alors pour comprendre aujourd'hui comment ce choix se positionne, il n'est pas inutile de regarder un peu la dynamique du nucléaire et des renouvelables. On va le regarder rapidement à l'échelle mondiale et à l'échelle française, en commençant par l'évolution du nucléaire dans le monde. Et ces graphiques sont simplement là pour rappeler que le nucléaire est en fait, en termes de capacité installée, une énergie, une filière largement stagnante depuis plus de 30 ans. Et que le résultat sur le graphique de droite, c'est que dans un monde où la consommation et la production d'électricité grossissent, eh bien, cette stagnation de la capacité nucléaire entraîne un déclin progressif et important de sa contribution à la production d'électricité. Ce déclin peut être comparé à l'évolution des énergies renouvelables, et là, je te passe la parole, Marc, pour commenter peut-être ce point. Oui, là, bonjour tout le monde. On voit sur ce graphique là que la part des énergies nucléaires d'un côté et renouvelables. On parle de renouvelables électriques ici, hein, uniquement. Ça compte pas la biomasse ou le biogaz. On voit que il y a on partait à peu près des mêmes niveaux il y a encore une vingtaine d'années, et aujourd'hui on a clairement une séparation des deux. Le nucléaire ayant un déclin lent mais certain en part, et les renouvelables au contraire augmentant de manière de plus en plus rapide, quasi exponentielle d'un certain point de vue.
Celle suivante. Donc là, c'est le même, mais avec voilà la répartition en diagramme, où on voit bien que alors l'hydraulique historique continue à avoir une part importante, bien supérieure à celle du nucléaire d'ailleurs au passage, et les nouvelles renouvelables donc qui croissent. Alors on les voit pas encore de manière très évidente parce que les fossiles effectivement ont encore une place importante et c'est bien l'enjeu, on est bien d'accord avec ça. C'est celle-là qui doit diminuer en premier, mais l'effort qui sera accompli dans les années qui viennent pour faire diminuer cette part des fossiles sera très majoritairement celui des renouvelables. Ça ne fait aujourd'hui aucun doute à l'échelle mondiale. Et là on a alors l'état des lieux en 2021 avec la France qui se distingue dans le concert des nations avec une part du nucléaire qui est la plus élevée du monde, juste devant, et c'est pas du tout neutre en ce moment, celle de l'Ukraine. Je pense que vous avez entendu parler comme moi de ce qui se passe autour de Tchernobyl et de quelques autres centrales nucléaires là-bas. Mais c'est vraiment une position unique, on va dire, dans le monde entier. Et de l'autre côté, la part des renouvelables, à l'inverse, qui est beaucoup plus répartie dans un nombre de pays plus large, on va dire, et la France, là, qui est plutôt dans la moyenne basse. Pas tout à fait la plus basse, mais quand même qui est la moyenne basse par rapport à pas mal d'autres pays. Et ça s'explique par une progression plus lente qu'ailleurs en France. Ouais. Peut-être un point complémentaire hein, dans la carte de gauche apparaît clairement le fait que de nombreux pays n'ont pas de nucléaire aujourd'hui. Hein. Il y a 33 pays qui exploitent des réacteurs nucléaires à date. Pour une filière énergétique qui existe depuis 70 ans, c'est bien la marque que voilà, le partage même de cette technologie est difficile et se heurte à un certain nombre d'enjeux, par contraste avec les renouvelables qui sont effectivement développables partout. Peut-être un mot sur l'évolution de la capacité installée spécifiquement en comparaison du nucléaire d'un côté et de l'éolien et du photovoltaïque de l'autre. Hein. Vous voyez ce qui apparaissait déjà sur le graphique précédent. C'est vraiment ces deux filières aujourd'hui qui tirent la croissance de l'électricité décarbonée dans le monde. Peut-être Marc, je te laisse commenter ce point-là. Oui, mais enfin les chiffres parlent d'eux-mêmes, j'ai envie de dire, puisque on est alors en 2020 on avait plus de 156 gigawatts de photovoltaïque, de renouvelables électriques. Le nucléaire a plus 0,4 et en 2021 on a les renouvelables qui se confirment à peu près au même niveau. Sachant que c'est quand même une période compliquée puisque c'était, on l'oublie rapidement, mais c'était la crise du Covid, donc des difficultés probablement logistiques, de chantier, etc., mais qui n'ont pas ralenti la puissance installée annuellement, alors que celle du nucléaire a carrément, elle, décru, et je pense que ça fait référence à des fermetures, mais Yves, tu vas peut-être me contredire, je sais pas. Non, la décroissance de 2,4 gigawatts en 2021, c'est effectivement le solde entre, de mémoire, 8 fermetures de réacteurs contre 6 démarrages. Et plus globalement, il y a en fait un tassement actuellement du nombre de réacteurs mis en service et mis en construction chaque année par rapport à une période dont on se souvient qu'elle était marquée par le discours sur la renaissance du nucléaire. On passe à la situation française. Je peux peut-être commencer pour rappeler simplement que la France est dans une situation extrêmement particulière, évidemment, par rapport à cette évolution et à cette situation mondiale. Alors, elle présente l'atout d'avoir une électricité qui est fortement décarbonée, hein, plus de 90%, mais cette décarbonation est fortement dominée par le nucléaire qui, voilà, historiquement, a été le pilier du développement de l'électricité en France, qui représente aujourd'hui encore presque 70% de l'électricité, et les renouvelables, de leur côté, représentent moins d'un quart, en retard sur nos objectifs, mais surtout avec un socle d'hydraulique, ce qui montre que même si on retrouve ici en fait ce que Marc signalait au niveau mondial, c'est-à-dire que c'est bien l'éolien, le photovoltaïque qui aujourd'hui sont les filières qui se développent.
avec au contraire une forme de déclin du nucléaire, et on imagine assez bien que la courbe se prolonge en cloche avec la fin de cycle du parc actuel. Mais le niveau de l'éolien et du photovoltaïque reste très faible en comparaison des potentiels, nationaux. Tu peux revenir au slide précédent, s'il te plaît, parce qu'il s'arrête en 2020 et c'est dommage, parce qu'en 2021, on a eu une accélération du photovoltaïque. On va dire, il a doublé, plus que doublé sa puissance installée annuellement par rapport aux années précédentes. Ce qui est à la fois réjouissant parce qu'on attendait ça depuis très longtemps, mais qui est aussi, c'est pas le bout du chemin parce que si on le verra tout à l'heure, on n'est pas encore au niveau qu'il faudrait pour atteindre les objectifs de la PPE. Là, qu'on parle pas de négawatts à 2050, on parle de la PPE à 2023. On n'est pas encore à la maille. Et pour l'éolien, on est sur une quasi-stagnation, on verra les chiffres tout à l'heure, ce qui est aussi inquiétant parce que il va falloir faire de l'éolien. Alors offshore, il va venir, il y en a encore à zéro pour l'éolien terrestre. Et évidemment, il y a une problématique d'appropriation dans les territoires, etc. Donc il y a un gros sujet autour de l'éolien qui devrait, comme d'ailleurs le photovoltaïque, être considéré comme d'intérêt public quelque part, puisque les chiffres qu'on a sont pas du tout cohérents avec les objectifs que la France s'est elle-même donnés. Hein. C'est pas venu de l'extérieur, c'est la France qui s'est donné ces objectifs. Il va falloir les respecter. Mais on avance un peu. On y reviendra. Je vais commenter la carte de gauche et puis je te laisserai commenter celle de droite. À gauche, on a l'implantation des installations nucléaires en France. C'est juste pour rappeler que la production nucléaire aujourd'hui est concentrée sur 18 sites, 18 centrales qui abritent les 56 réacteurs et que voilà, leur répartition est évidemment très inégale à travers le pays. Hein. Quatre régions fournissent pratiquement 75% de l'électricité nucléaire, quand 5 régions, en y incluant la Corse, ont zéro production nucléaire sur leur territoire. Et puis cette répartition, elle est dictée essentiellement par des contingences, notamment l'accès à des ressources en eau, dictée également par des questions d'acceptabilité politique, mais pas du tout par une forme d'adéquation quelconque aux ressources locales, puisque l'ensemble de l'uranium avec lequel fonctionnent ces réacteurs est importé. Bah, c'est à peu près le contraire pour le renouvelable. Là, on voit bien sur la carte l'hydraulique, notamment en bleu, qui apparaît dans les massifs montagneux parce que ça a besoin d'une chute d'eau. C'est vrai que le photovoltaïque apparaît pas beaucoup parce qu'il est encore très peu présent, mais on a déjà aujourd'hui une répartition très importante, hein, une distribution très importante sur l'ensemble du territoire national, qui est pas du tout ce que l'avenir nous dira, qui est pas encore à la maille. Par exemple, le photovoltaïque aujourd'hui souffre d'un système de mécanismes de soutien qui favorise le sud. On a des tarifs en guichet qui sont les mêmes à Lille et à Perpignan, et des appels d'offres où on met en concurrence Lille et Perpignan pour atteindre des tarifs proposés qui permettent de lancer les projets. Donc ça, c'est quelque chose qui est contraignant aujourd'hui, mais à l'avenir, il y en aura absolument partout. Alors de l'éolien, peut-être pas, parce qu'il faut quand même du vent, il y a des contraintes, on va dire, paysagères ou autres. Sur le photovoltaïque, on peut dire de manière certaine qu'il n'y aura pas un village de France qui n'aura pas une grande partie de ses toitures, de ses parkings et des zones artificielles couvertes de photovoltaïque. Et d'ailleurs, en témoignent les plans climat-énergie territoriaux, qui en comportent tous, qui sont des exercices obligatoires pour les collectivités de plus de 20 000 habitants, et qui comportent toutes, aussi bien à Lille qu'à Perpignan, une part importante et souvent d'une manière surprenante. C'est une technologie disponible et qui est accessible partout. Donc une répartition, et derrière l'énergie, il y a aussi, et c'est très important, il l'a un peu dit, de la valeur. Une richesse est une richesse locale, et la valeur en grande partie reste sur le territoire, d'autant plus si les collectivités locales sont elles-mêmes motrices, c'est-à-dire même elles peuvent être investisseurs dans des projets éoliens ou photovoltaïques, la loi les autorise, elles peuvent entraîner les citoyens, il y a tout un tissu économique qui peut se construire autour, qui peut alimenter d'autres activités. Donc voilà, les projets de renouvelables dans les territoires sont plus maintenant des projets de développement économique que strictement des projets de production d'électricité ou liés à des changements, questions de changement climatique ou de transition écologique. Ça devient vraiment des sujets pour tout le monde. Ouais. Un point sur
où on en est en termes d'objectifs sur le nucléaire d'abord, sur les renouvelables ensuite. Donc du côté objectif, ce graphique est simplement pour rappeler dans quoi nous projette aujourd'hui la trajectoire fixée par la programmation pluriannuelle de l'énergie, hein, avec cet objectif qui a été repoussé à 2035 d'atteinte de 50% de nucléaire dans la production. Vous voyez ici en bleu, en fait, ce qui correspond à des fonctionnements avant l'échéance dite des 40 ans de fonctionnement des réacteurs. En beige, ce qui correspond à un fonctionnement entre 40 et 50 ans. En orange, ce qui correspond à un fonctionnement au-delà de 50 ans et éventuellement en rouge, un fonctionnement au-delà de 60 ans. Vous voyez que la PPE qui s'arrête à 2035 crante en fait une évolution qui implique mécaniquement un fonctionnement d'un nombre important de réacteurs par la suite au-delà de 50 ans, voire pour certains au-delà de 60 ans. Et c'est en fait un choix aujourd'hui que Emmanuel Macron valide, puisque dans son discours de Belfort, il a appelé EDF à travailler à la prolongation de tous les réacteurs qui le peuvent à 60 ans, avec évidemment des incertitudes majeures sur les conditions de compétitivité et de sûreté dans lesquelles ces prolongations peuvent être envisagées. Du côté des nouveaux réacteurs, on connaît tous la difficulté dans laquelle s'enfonce chaque jour un peu plus le projet d'EPR en construction à Flamanville. On est sur voilà, des facteurs supérieurs à 3 en termes de délai et en termes de surcoût. Et encore, c'est un surcoût brut sans compter le surcoût financier associé qui nous amène non pas à un peu plus de 12 milliards comme ici, mais à pratiquement 20 milliards. C'est malgré tout dans ces conditions que le président de la République, là encore, a pris la décision, si on peut appeler ça une décision, en tout cas a fait l'annonce de l'engagement d'un programme de 6 réacteurs de type EPR2, qui sont des nouveaux EPR dont le design n'est même pas finalisé, en étudiant immédiatement la possibilité de 8 réacteurs supplémentaires. Il avait pris l'engagement de ne pas prendre ce type de décision avant que Flamanville ne démarre. Voilà, on voit que cet engagement n'est pas tenu, mais il y a aujourd'hui vraiment très peu d'éléments pour consolider quelques hypothèses que ce soit dans ce domaine. Alors là, c'est pour le renouvelable. La lecture est un tout petit peu compliquée, mais voilà, en tout cas sur les graphiques de gauche, en vert foncé en bas, c'est ramené à la même proportion, que les puissances différentes ne sont pas lisibles du premier coup d'œil, mais c'est l'effort à réaliser pour atteindre les objectifs de la PPE, donc en 2023. Ça, c'est le bleu clair. En 2028, c'est le bleu foncé. Le vert, c'est ce qui existe déjà, le vert foncé. Le vert clair, c'est ce qu'il faut pour 2023, pardon. Et le bleu clair, c'est pour la version base de 2028. Et le bleu, c'est la version haute. Donc, on voit que les efforts à faire sont... L'hydraulique a peu d'espace, en fait, d'augmentation de ses capacités. Le solaire photovoltaïque en a beaucoup, et l'éolien aussi. Et c'est à peu près un facteur 1,4 qu'il faut par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, avec ce commentaire que j'ai déjà fait tout à l'heure, qu'on a commencé à augmenter du côté du PV, mais pas de l'éolien. Donc les chiffres qui sont là sont les moyennes qu'il faudra atteindre sur les prochaines années pour être conforme à nos objectifs à 2028. Évidemment, on prend la fourchette haute parce que c'est minimaliste même quand on regarde à plus long terme. Dernier point de constat, la situation de la France rapportée un peu dans une perspective internationale ou au moins européenne. À gauche, le graphique montre la part de la production, la part du nucléaire dans la production d'électricité dans les différents pays qui ont effectivement des réacteurs. Et vous voyez que la France est de très loin le pays où le nucléaire est le plus poussé. Il n'y a pas un autre pays où le nucléaire dépasse significativement 50% aujourd'hui. Et puis on sait que la France, forte de cette position, exerce des pressions diverses et variées à l'international pour promouvoir le nucléaire, et notamment dans des échanges récents pour l'inscription du nucléaire dans la taxonomie verte européenne comme énergie de transition, en acceptant d'ailleurs au passage que
pour faire passer le nucléaire, le gaz y soit également inscrit. Eh ben, le graphique de droite, c'est la même chose, mais pour l'Union européenne uniquement. Et c'est toutes les énergies renouvelables. Il n'y a pas que l'électricité, mais ça change pas le fond du problème. Je dirais même ça le renforce, puisque là, on voit donc en bleu, c'est les objectifs le point de départ de 2005. 2020, c'est les objectifs que les États se sont donnés à horizon 2020, donc en 2010. Et le seul pays qui n'a pas atteint ces objectifs, c'est la France, c'est sur l'électricité comme sur les autres. Et on voit qu'il y en a pas mal qui ont atteint leurs objectifs et il y en a même quelques-uns qui les ont largement dépassés. Pour des raisons, je pense, de dynamique économique notamment. Donc voilà, un constat d'échec de la France. Voilà, tout ça nous amène en conclusion de cette première partie voilà, à faire le constat d'une forme de verrouillage. La situation et l'évolution française montrent une dissonance croissante avec les tendances que l'on observe et les dynamiques entre renouvelables et nucléaires au niveau européen et mondial. Les décisions prises visent en priorité à prolonger l'option nucléaire et elles sont annoncées sans débat. Et derrière ça, il nous semble qu'il y a deux types de verrouillage à prendre en compte, ce qui voilà, nous amène aussi à la réflexion sur les critères et les enjeux à discuter par la suite. Il y a d'abord tout ce qui relève de la difficulté concrète qu'il ne faut pas négliger à produire une trajectoire de fermeture des réacteurs en France dans le contexte d'un système électrique dominé par un effet de pointe hivernale très important, avec un parc de réacteurs qui est très rapproché en âge, hein, puisque 80% du parc a été mis en service à peu près en une dizaine d'années, avec un processus de décision pas décennal, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, qui rend l'ensemble extrêmement rigide. Mais il ne faut pas négliger non plus des éléments de verrouillage plus larges. Le poids du complexe industriel nucléaire, des usines, des matières accumulées, de la promesse de les réutiliser, le poids du cadre électrique historique, hein, la situation de monopole, les difficultés d'EDF, tout ce qui relève de la structuration du marché. Et puis, dernier élément, la question de la dépendance géopolitique au nucléaire et du lien, évidemment, entre nucléaire civil et nucléaire militaire. Quand vous vous souvenez que Emmanuel Macron, il y a un an et demi, au Creusot, avait dit textuellement nucléaire civil, nucléaire militaire, l'un ne va pas sans l'autre. On voit bien que le débat sur le mix électrique échappe pour beaucoup à des considérations liées à l'énergie. Voilà pour cette partie. Merci Yves et merci Marc. Vous avez à peu près tenu le timing, ça va, on est bien. Je rappelle à tout le monde que ce webinaire finit à 19h30, voilà, donc on a encore largement une heure devant nous. On verra si on déborde ou pas de quelques minutes. Alors, il y a eu pas mal de questions posées sur l'espace questions-réponses. Hein. Je vous rappelle que c'est dans cet espace qu'il faut poser vos questions. Il y a un petit peu de discussion qui se met par ailleurs dans l'onglet discussion, mais on va regarder que les questions-réponses. Alors, il y en a eu pas mal. Alors, certaines ont rappelé qu'on parlait un petit peu énergie, mais surtout qu'on parle électricité ici. Hein. Donc, c'est normal qu'on n'évoque pas les énergies renouvelables thermiques. On est vraiment concentré sur l'électricité dans ce webinaire. Et il y a eu un petit peu une vision globale de l'énergie, mais on reste quand même concentré sur l'électricité. Donc, on n'abordera pas forcément les questions plus larges, sauf si quelques réponses viennent vers vous par écrit par les personnes qui sont en back-office avec nous sur cet onglet discussion. Il y a aussi pas mal de questions qui vont être traitées dans les parties 2 et partie 3, donc je ne les prends pas tout de suite, hein, notamment sur les matériaux, sur les scénarios RTE. On va en parler dans quelques minutes. Alors, je prends au moins deux ou trois questions pour Yves et Marc. Il y en a une première qui pose la question relative aux annonces d'Emmanuel Macron. Donc, comme tu as dit, Yves, d'étudier la faisabilité de construire 6 EPR, voire beaucoup plus d'ici, alors 2035, 2040, tu nous diras à quel horizon de temps est réellement possible. Mais la question est la suivante, est-ce que le parc existant nucléaire pourra tenir jusqu'à ce que les nouveaux EPR, si on les fait bien, soient en fonctionnement? Est-ce qu'il y a quand même un enjeu ici sur la durée de vie et on va dire la tenue dans le temps des réacteurs existants? Oui, évidemment, il y a un enjeu majeur. Hein. C'est une des
c'est une des problématiques des scénarios qui s'appuient aujourd'hui sur la perspective d'un nouveau programme de réacteurs nucléaires. Donc, les échéances qui sont données, hein, c'est 2035 au mieux pour des nouveaux EPR2. Ça, c'est l'échéance retenue dans les scénarios de RTE, mais en fait, quand on regarde plus dans le détail, et d'ailleurs une note du gouvernement le dit, elle pense que ça ne peut pas être avant 2037. Ça, c'est pour les EPR2, sachant qu'en fait, comme je l'ai rappelé, leur design n'est pas terminé. L'instruction même de la première étape technique, hein, qu'on appelle le rapport préliminaire de sûreté, n'a pas commencé. Il est attendu, ce rapport, pour être examiné en 2023. Si on parle d'autres types de réacteurs, c'est évidemment encore plus lointain, hein, notamment les SMR qui sont à la mode aujourd'hui. C'est des concepts qui sont encore moins avancés, donc le temps nécessaire pour les valider, pour les tester sur des prototypes, etc., est encore plus long. Donc non seulement c'est lointain, mais en plus, on n'a pas de garantie sur la date à laquelle ça intervient. Et donc, plus on projette un avenir s'appuyant sur ces nouveaux réacteurs, plus on s'inscrit dans la nécessité, pour faire la jonction, de prolonger le parc actuel, puisqu'évidemment, il y a des enjeux derrière d'adaptation de la forme du système électrique, du réseau, etc. Le parc actuel, on voit aujourd'hui à quel point il peut être défaillant, on y reviendra là aussi. Voilà, l'autorité de sûreté nucléaire elle-même dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments techniques, il n'y a pas de dossier technique avancé pour affirmer la possibilité d'une prolongation sûre au-delà de 50 ans. Donc, toute trajectoire qui parie d'ores et déjà sur cette perspective est une trajectoire extrêmement risquée, qui nous expose, à une tension croissante entre les enjeux de sécurité électrique et de sûreté nucléaire, et deux, si cette tension arrive à un point de rupture, au risque d'un accident d'un côté ou d'effets de type blackout de l'autre. Très bien, merci pour cette réponse. Je prends une autre question. Parce que je ne pense pas que ça sera traité dans la suite, mais sauf si je me trompe, Marc, tu me diras. Il y a une question sur l'intensité en emploi des énergies renouvelables par rapport aux filières plus traditionnelles comme le nucléaire. Voilà, je crois que la personne disait qu'il y avait plus d'emplois dans le nucléaire, mais finalement, est-ce qu'on regarde le bassin d'emploi aujourd'hui ou bien l'intensité en emploi dans le futur par rapport au kilowattheure produit, par exemple? Alors effectivement, on ne traite pas ça dans la présentation. Je pense que c'est des sujets à discussion longue entre économistes, mais c'est sûr que l'intensité d'emploi du côté des renouvelables est vraiment importante. Parce que il faut beaucoup de main d'œuvre d'installation. Alors aujourd'hui, il y a le sujet de la localisation des usines de production, mais si elles sont pas en Europe, c'est parce que la France a fait le choix qu'elles soient pas chez elle, et l'Europe aussi. Et aujourd'hui, il y a dans l'air du temps de la relocalisation massive de production sur des nouvelles technologies d'ailleurs, qui sont maîtrisées par les Européens et pas par les Chinois, du type hétérojonction pour le photovoltaïque. Donc il n'y a pas de fatalité à ce que les emplois industriels soient localisés ailleurs. Surtout avec les événements récents, les questions d'indépendance énergétique ou d'autonomie, etc. Je pense qu'on va avoir les choses d'une autre manière. Les gigafactories qui sont annoncées sur les batteries, il y a des équivalents sur le photovoltaïque notamment, et l'industrie, par ailleurs sur l'éolien, l'industrie éolienne européenne est très bien placée dans le concert international. Et après, pour ce qui est de la mise en œuvre, il y a effectivement peu de main d'œuvre dans le photovoltaïque et un peu plus dans l'éolien en matière de maintenance, mais en tout cas pour les 20 ou 30 prochaines années, c'est du côté de l'installation, de la conception, de l'ingénierie, et puis du développement de projets dans tous ces aspects qui aura de la main d'œuvre. Donc on n'a pas le graphique là-dessus, mais je pense que ça se discute vraiment le contenu en emploi des deux filières. Et ça plutôt, de mon point de vue, favorable aux renouvelables. Très bien, merci beaucoup. Tu l'as effectivement évoqué rapidement en filigrane, mais il y avait pas mal de questions sur le fait qu'aujourd'hui, les ENR dépendent pas mal d'une importation de matériel.
la Chine, pour ne pas la citer, notamment sur le solaire photovoltaïque, par exemple. Est-ce que c'est des choses où on peut vraiment faire comment dire, un plan industriel pour reprendre la main sur ces productions, en tout cas d'une partie des composants, que ce soit éolien ou solaire, au Oui. niveau français ou au moins européen? Oui, il y a déjà une évidence, c'est que si on veut diminuer le contenu carbone du photovoltaïque, on aurait dû faire des usines géantes en France depuis longtemps et bénéficier par là du côté décarboné du nucléaire. Donc il y a une vraie contradiction. C'est pas un sujet nouveau, pour moi en tout cas, qui suit la filière depuis très longtemps. Mais ce qui est nouveau, c'est donc d'abord la massification du marché international. Le marché international est en train d'exploser, en Europe aussi. Le fait aussi que des nouvelles, alors c'est pas des ruptures technologiques, ce sont des évolutions sensibles. Je vais parler d'hétérojonction dans le photovoltaïque, qui sont maîtrisées par les Européens. C'est des usines qui sont maintenant qu'il faut faire de plus en plus grandes. La matière première est quasiment infinie puisqu'il s'agit du sable. Hein, c'est la même matière première que le verre. Et c'est pas le sable de rivière pour le béton, c'est le sable plutôt du désert, on va dire. Donc il n'y a aucun problème de ressources à long terme. Et les seules raisons pour lesquelles ces productions ne sont pas en Europe, ce sont des raisons de concurrence. Voilà, c'est des raisons politiques, économiques, mais c'est pas du tout des raisons industrielles ou des raisons scientifique, on va dire technique. Donc l'hypothèse d'avoir ces usines, c'est plus qu'une hypothèse. Il y a des projets en France qui sont très avancés. On attend des décisions. C'est vrai qu'il peut y avoir une hésitation des industriels sur les politiques suivies par l'État, en France en tout cas. Mais c'est un sujet. On referait le même webinaire dans un an ou deux. Je pense qu'on aura des réponses beaucoup plus concrètes à ces sujets-là. Très bien, on aura probablement l'occasion d'y revenir. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie. Il y a encore beaucoup de questions, je vais continuer de les lire. Et comme ça, on pourra faire une deuxième salve de questions après cette deuxième partie. Ça marche, merci. Et je rebondis juste sur le commentaire de Marc. Je pense que sur beaucoup des sujets dont on parle, les choses évoluent vite et elles évoluent globalement plutôt de manière favorable par rapport à la faisabilité et à la performance des renouvelables. Et donc, effectivement, il faut aussi penser les constats et les analyses que l'on fait ici dans cette perspective. On va donc parler un peu maintenant des scénarios. Alors, l'objectif n'est pas de rentrer dans leurs détails, mais de poser un peu le panorama pour conclure sur la manière dont les choix se posent aujourd'hui. Je vais commencer par des éléments plutôt au niveau mondial, en rappelant d'abord, hein, c'est un peu une évidence, mais ça contribue de cette dynamique que j'évoquais à l'instant, qu'il y a, et tant mieux, un nombre croissant d'exercices de prospective à toutes les échelles, mondiales, européennes, nationales, à l'échelle des territoires, à différents horizons de temps, qui, de plus en plus, explorent dans un objectif de neutralité carbone les trajectoires énergétiques et plus spécifiquement l'évolution du système électrique. Donc on a aujourd'hui un vrai corpus à l'appui des analyses que l'on peut faire et beaucoup plus large qu'il y a quelques années. On va focaliser ici sur, en termes de trajectoire mondiale, vraiment quelques éléments très rapides tirés des analyses menées par le GIEC et par l'AIE, et puis un peu plus d'éléments sur ce que contiennent les scénarios de RTE, le scénario négawatt ou les scénarios de l'ADEME pour le contexte français. Et donc, pour commencer sur les travaux du GIEC, donc on a entendu beaucoup de choses à partir de ce rapport du GIEC sur les trajectoires 1,5 degré. On a entendu notamment beaucoup d'affirmations selon lesquelles le GIEC affirmait qu'il était indispensable de développer le nucléaire pour répondre aux enjeux climatiques. On a publié et fait un webinaire, c'est des ressources qu'on peut retrouver, une analyse approfondie de ces questions, résumée par ce simple graphique. En fait, concernant le nucléaire, d'une part, le GIEC a analysé dans la littérature, dans les scénarios ou les trajectoires ou les visions compatibles avec 1,5 degré, a identifié effectivement des scénarios assez différents du point de vue du nucléaire. En gros, une famille plutôt majoritaire de scénarios qui projettent, et c'est un peu le sens de ce qui apparaît ici en médian, une évolution tendancielle à la hausse du nucléaire, des scénarios qui projettent une forte rupture à la hausse,
mais aussi des scénarios qui projettent une évolution du nucléaire à la baisse, en gros des scénarios où il y a encore en 2050 une partie du parc existant aujourd'hui, mais il n'y a pas ou pratiquement pas de nouveaux réacteurs. Et donc un premier élément, c'est que même un scénario de forte décroissance du nucléaire est compatible, peut être compatible avec le 1,5 degré, mais surtout, le message qui ressort de l'analyse du GIEC, c'est que le déploiement massif des énergies renouvelables électriques est bien plus important, bien plus crucial et indispensable pour l'atteinte des objectifs climatiques. En médiane, le nucléaire représente 10% dans les scénarios qu'a analysé le GIEC de la production d'électricité en 2050, les renouvelables plus de 2 tiers. Et vous voyez ici que lorsqu'on considère pour les scénarios 1,5 degré sans dépassement marqué de cette élévation de température au cours du siècle, lorsqu'on considère d'un côté le déploiement de la production renouvelable et de l'autre le déploiement de la production nucléaire, en fait, il n'y a pas un scénario où les renouvelables ne soient pas appelés à se développer davantage que le nucléaire. Donc ce premier message est assez clair, hein. Il est complété aujourd'hui par le scénario de feuille de route pour la neutralité carbone du système énergétique mondial produit par l'Agence internationale de l'énergie en 2021. Vous voyez ici l'évolution du mix électrique en production à gauche et en part à droite dans l'ensemble de la production d'électricité. Yves, on a perdu ta voix et ton image d'ailleurs. Bah, je vais peut-être reprendre en attendant. Enfin, je pense Oui. que le slide parle pour lui-même, c'est que l'AIE nous dit que d'ici à 2050, la part des renouvelables dans le mix électrique sera de l'ordre de 90%, ce qui donne l'image des dynamiques en cours. Je ne sais pas s'il va revenir, mais peut-être continuer pour le coup, parce que de toute façon, il devait me passer le relais. Alors je vais prendre une slide d'avant, ça va pouvoir se faire. Alors attends, il doit avoir un petit souci parce que c'est lui qui avait la main sur la diapo. D'accord. Il est en train de revenir. Excusez-nous pour ce petit incident technique. Il est de retour. Revoilà. Alors, ton micro est coupé, Yves. Désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Du coup, je pense que vous avez... Je ne sais pas si vous avez encore le partage d'écran. Non, pas encore. Alors... Marc a fini de commenter la slide sur laquelle tu étais. Ok. Donc, j'en étais ici. Désolé. Sur la trajectoire de l'AIE. Ouais. Je repartage mon écran. Ici. Normalement, c'est bon. Et je passe en diaporama. Désolé pour cette coupure, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Donc, si Marc a fini de commenter ce slide, très bien. De mon côté, je pense que je vous ai perdu au moment où je disais que la trajectoire nucléaire de l'AIE avec 40% d'augmentation à 2030 est en fait déjà une trajectoire non réaliste. J'en viens donc au scénario français. Je laisse ensuite Marc les commenter. On a beaucoup d'exercices qui ont été produits ces derniers temps. Pour mémoire ici, j'ai fait figurer à gauche la stratégie nationale bas carbone, hein, et puis à droite, le plus récent de ces exercices, le plan de transformation de l'économie française du Shift Project, qu'on n'a pas encore véritablement analysé de notre côté. Notre analyse se concentre sur les trois exercices au centre, qui sont parus de façon presque concomitante, hein, les exercices de RTE de Négawatt et de l'ADEME. Peut-être un point commun à tous ces scénarios qui est important, c'est que de plus en plus, ils recherchent vraiment une évaluation multicritère, en regardant non seulement la question de l'énergie, la question des émissions de gaz à effet de serre, mais des enjeux de type emploi, co-bénéfices,
usage matières premières, etc. Plus spécifiquement donc sur les scénarios RTE, ADEME et Négawatt. Donc du côté de RTE, on a un exercice dont il faut avant tout rappeler qu'il est essentiellement électrique. La modélisation de RTE est centrée sur le système électrique, dans ses tenants et aboutissants de production et de consommation. RTE a cherché, pour inscrire ces scénarios dans une perspective de neutralité carbone, à intégrer, disons, en s'appuyant sur la SNBC, à inscrire ces scénarios notamment dans une dimension de réduction de 40% au moins de la consommation finale d'énergie, toutes énergies confondues. Mais à l'intérieur de cette enveloppe-là, il y a des hypothèses extrêmement différentes et pas forcément cohérentes avec cette enveloppe du point de vue de la demande. Il y a trois grandes trajectoires, hein, sobriété, réindustrialisation profonde, donc, qui forment un éventail autour d'une trajectoire dite de référence avec des évolutions contrastées de la demande électrique. Il y a même derrière, je crois, 6 ou 8 variantes de ces trajectoires de demande, et elles sont croisées avec une réflexion sur le mix de production qui a été surtout analysée pour la trajectoire de référence. Ce qui est important du côté de ce mix de production, c'est que RTE a, dès l'origine de son travail, inscrit ce mix dans une dichotomie entre deux trajectoires possibles. Une trajectoire sans nouveau nucléaire, qui se traduit donc par trois scénarios au final, M0, M1, M23, qui se différencient essentiellement sur 2 points. M0 est un scénario où ce 100% est atteint dès 2050, alors que M1 et M23 sont des scénarios où les prolongations de durée de vie de certains réacteurs conduisent à avoir encore 16 gigawatts de nucléaire existant à cet horizon, et une fin du nucléaire plutôt en 2060. M1 et M23 se distinguent plutôt sur la forme de développement des ENR, avec d'un côté une forme beaucoup plus territorialisée et diffuse, marquée notamment par un développement important du photovoltaïque, et de l'autre, un développement plutôt en grand parc, avec une priorité notamment à l'éolien offshore. Et puis de l'autre côté, des scénarios avec du nouveau nucléaire, donc avec N1, N2 et N03, qui sont donc des scénarios avec des variantes sur le nombre de réacteurs prolongés et la durée sur laquelle on les prolonge, là encore, mais aussi et surtout avec des variantes sur les nouveaux réacteurs. 8 nouveaux réacteurs dans le scénario N1, 14 dans le scénario N2, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils arrivent dans le paysage à partir de 2035. Et puis le scénario N03 est un scénario où non seulement il y a 14 EPR2, mais il y a aussi une certaine capacité ajoutée de ces petits réacteurs modulaires dits SMR. Ça, c'est pour RTE. Pour les scénarios toutes énergies et complets de Négawatt et de l'ADEME, on a donc le scénario Négawatt qui est un scénario unique, contrairement aux autres exercices, qui cherche vraiment une optimisation multicritère vis-à-vis de cette matrice d'objectifs de développement durable des enjeux énergie et climat à travers la modélisation Négawatt, mais aussi matières premières à travers la modélisation et le scénario Négamat, et bien sûr, comme dans les exercices précédents, avec les enjeux d'usage des terres et de production agricole et sylvicole avec le scénario AFTER. Et le scénario Négawatt, clairement, est un scénario d'orientation 100% renouvelable, où les derniers réacteurs sont fermés en 2045 et où aucun nouveau réacteur ni aucune nouvelle usine d'ailleurs n'est envisagée. L'ADEME a développé quatre scénarios qui projettent en fait à l'échelle française les 4 grandes trajectoires identifiées par le GIEC dans son travail sur les trajectoires 1,5 degré. Et donc c'est un éventail qui va de ce que l'ADEME appelle génération frugale, donc là une vision vraiment resserrée sur les questions de sobriété poussée, de développement à l'échelle territoriale, en low-tech,
et qui est évidemment une vision où il n'y a pas de prolongation du nucléaire et de nouveau nucléaire. De même, mais avec quand même un certain degré de prolongation de durée de vie du parc existant dans le scénario S2 dit coopération territoriale, qui est un scénario voilà, qui mixe des enjeux de sobriété et d'efficacité de développement des renouvelables à une maille territoriale, mais disons moins poussée que S1. S3 est un scénario clairement plus technologique, avec moins de sobriété, plus d'efficacité et de développement de production décarbonée, avec une variante ENR qui mise essentiellement sur l'éolien et une variante nucléaire qui intègre donc du nouveau nucléaire. Et puis S4 dit Paris réparateur. Là, c'est le scénario du business as usual, aucune action, aucune transformation des modes de consommation, aucune évolution vis-à-vis de la mondialisation et un pari essentiellement sur des technologies salvatrices qui vont venir développer massivement de la production carbonée et même pomper massivement technologiquement les émissions de carbone accumulées. Et évidemment, dans ce scénario, le nucléaire a une part importante. En gros, il y a une relative correspondance entre S3 nucléaire et N2 de RTE et S4 et le scénario N03. Marc, je te laisse prendre la main pour présenter le contenu de ces scénarios. Oui. Merci. Alors, avant de parler production, il faut absolument parler consommation. Ça ne surprendra pas les connaisseurs de négawatts, puisque c'est le clou sur lequel on tape depuis qu'on existe. Mais cette donnée est vraiment très structurante, évidemment, de tout ce qu'on peut dire sur la production. Et donc là, vous avez la répartition. Alors, c'est tous les scénarios, sauf l'ADEME S1, qui, on va dire, un scénario qu'on pourrait qualifier de quasi-décroissance, mais tous les autres, et y compris Négawatt, envisagent une augmentation de la consommation totale d'électricité en quantité, en terawattheure, mais aussi en part de marché dans l'ensemble des vecteurs énergétiques, puisque pour Négawatt, en tout cas, on passe de 25% aujourd'hui à 44% d'électricité comme vecteur pour les consommateurs finaux. Néanmoins, cette augmentation de la part pour Négawatt est limitée à 11%, comme vous le voyez, ce qui est déjà assez significatif, mais surtout, c'est ce qui permet justement de ne pas avoir besoin d'augmenter de manière trop importante les moyens de production. Côté RTE, on a un scénario, on va dire, central qui a fait l'objet de la première publication à l'automne, qui est dit de référence, mais qui envisage une hausse de la consommation de 37%, ce qui est quand même vraiment très important. Et d'ailleurs, les mots utilisés par RTE à la publication de ce premier exercice étaient assez significatifs. Et la sobriété, donc qui est un peu au-dessus de négawatts, on va dire, mais dans les mêmes ordres de grandeur, a été perçu comme étant un scénario de contrainte, de décroissance, etc. Bonjour les amis, j'ai envie de dire. Et puis de l'autre côté, le scénario de réindustrialisation. Alors le mot est pas neutre non plus, puisque dans Négawatt, on a aussi de la réindustrialisation, on a de la relocalisation industrielle, mais là on va dire que l'assimilation entre industrialisation et augmentation de la consommation on va dire c'est pas neutre du tout. Et là l'augmentation de 60% est vraiment très importante. Elle n'est pas nécessairement justifiée pour des questions de besoins réels. On pouvait le dire à l'époque où c'est sorti, on peut le dire encore plus aujourd'hui, je pense, où avec la guerre en Ukraine, le terme de sobriété est remonté en haut de la pile des problématiques. Et d'ailleurs, au passage, je me permets de dire que les 10 propositions de l'AIE pour faire face à la crise dans l'urgence sont à peu près les 10 propositions que Négawatt fait depuis 20 ans sur la sobriété énergétique. Je ferme la parenthèse et je passe au scénario ADEME où là, la répartition est très large et c'est intrinsèquement lié, alors méthodologique et par ailleurs très intéressante, la comparaison des récits. J'ai assisté récemment à une présentation et c'est vraiment intéressant, c'est on va dire très complémentaire de Négawatt. Et là on voit que la répartition très large, donc il y a une décroissance de la consommation d'électricité vraiment décroissante. Le S2 est proche de Négawatt.
Il n'y a pas que pour cette raison-là quand on regarde dedans. Et puis les deux autres se rapprochent plus de RTE pour ce qui est le S3 et le S4 lui est très extrémiste. Alors on avait à l'époque l'élaboration des scénarios de RTE des propositions de certains acteurs de monter la consommation d'électricité à 900, 1000 TWh voire plus sous le prétexte que comme on avait le nucléaire, on pouvait y aller franchement. Donc voilà, on voit la moyenne de tous ces scénarios, c'est de l'ordre de 30%. Donc Négawatt se situe clairement dans les scénarios plutôt économe, ce qui est assez logique. Et donc, cette répartition va structurer, une fois qu'on a ces chiffres-là, on va en face, évidemment, structurer les moyens de production. Voilà, c'est la slide suivante. Alors ça, c'est encore sur la consommation. Désolé des redites. Alors, je ne veux pas stresser nos deux intervenants, mais Ouais. comme le temps passe, si vous pouvez Ouais, ok. condenser un peu sur cette partie, car la partie 3 est aussi D'accord, très importante. on va aller vite. Je Et pense. ben voilà, celui-là dit à peu près la même chose que je viens de dire. On va pas se répéter. Il est plus détaillé, on va dire, sauf si Yves a un commentaire particulier. Non, Et il montre le degré d'électrification, voilà. mais voilà, c'est une information Donc complémentaire. c'est un paramètre sous-jacent. Voilà. Et là, quand on répartit ça, alors ça c'est le côté production, où quand on regarde, on compare les volumes de production des différentes filières. Donc là, le photovoltaïque, on voit que Négawatt est loin d'être extrémiste. Il est même presque au centre d'une courbe, enfin d'une courbe qui est quasiment droite, linéaire. Et ça, c'est lié beaucoup à notre posture de départ, mais qui est de plus en plus avérée et de plus en plus nécessaire par les faits de limiter la consommation, qui nous permet d'avoir des puissances installées qui sont relativement modestes, en tout cas raisonnables par rapport à d'autres. Et on voit que les scénarios côté RTE, c'est les scénarios M1, M0, qui laissent filer la consommation. En plus, derrière, il y a des hypothèses, je suppose, de consommation extrême, donc qui font qu'on a des puissances qui nous semblent, à nous, déraisonnables. Passer les 200 gigawatts de photovoltaïque, c'est quand même assez osé. La centaine est à peu près actée par tout le monde. Pour l'éolien, c'est assez différent en fait, mais Négawatt se retrouve encore une fois à peu près centriste. Alors là, derrière ça, il y a des hypothèses sur les facteurs de charge des machines, sur l'éolien offshore, qui sont un peu compliquées, un peu touchy, donc on va pas les détailler là, mais retenir voilà, que encore une fois, en tout cas sur ces deux filières, hein, Là, on est juste sur le terrestre. L'offshore est juste le après. terrestre, d'accord, l'offshore, mais voilà, l'offshore, ok, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, sur le terrestre, on est encore une fois raisonnable. On ne tartine pas le paysage d'éoliennes partout dans le monde, en France. Voilà. Et ça, c'est déterminé, encore une fois, par le niveau de consommation qui est structurant. À signaler sur celui-ci une hypothèse de facteur de charge. Vous voyez à 24 Oui, alors, chez il y a un RTE. débat autour des facteurs de charge, effectivement. Nous, on a pris des facteurs de charge plus optimistes que ceux qu'on a déduits des scénarios de RTE notamment, qui est d'une manière assez étonnante. RTE a pris un facteur de charge éolien terrestre qui est relativement faible, alors que l'ADEME et Négawatt sont plutôt d'accord sur des facteurs de charge un peu plus élevés. Et voilà, bon, pour l'offshore, une troisième fois, Négawatt se retrouve à peu près en milieu de tableau, avec là par contre des facteurs de charge qui sont communs à peu près à tout le monde. Alors c'est des technologies qui n'existent pas encore en France, elles existent à l'étranger depuis maintenant un certain temps, et donc on a un retour d'expérience sur ces fameux facteurs de charge qui sont à peu près communs à tout le monde, donc c'est peu étonnant. En conclusion sur cette partie, donc c'est une évidence à travers tous ces scénarios. Hein. Le système électrique français est appelé à un fort renouvellement côté production et en partie côté réseau dans les prochaines décennies. Les scénarios convergent, hein, on l'a vu, sur la nécessité d'un fort développement des énergies renouvelables électriques, même si ça ne se reflète pas beaucoup dans le débat politique actuel. Il conclut, et c'est vraiment important, à la possibilité d'aller vers 100% de renouvelables à l'horizon 2050, y compris chez RTE avec une modélisation qui tient compte des enjeux de sécurité électrique. Il ressort de tout ça qu'aujourd'hui, en fait, la proposition s'est inversée, c'est-à-dire c'est les renouvelables qui sont incontournables et le nouveau nucléaire qui constitue une option et un élément de décision. Ce choix-là est indissociable d'une analyse sur le niveau de demande et il se joue évidemment sur un ensemble de critères techniques, économiques, sociaux et environnementaux liés à la mise en œuvre de la trajectoire et qui doivent pouvoir être débattus plutôt que décidés en haut de l'appareil d'État comme ça nous a été asséné récemment.
Merci à vous deux pour cette deuxième partie. Vous avez tenu le timing, bravo. Alors, il y a beaucoup de questions encore et je m'excuse auprès des participants si des fois on passe un peu vite sur certaines infos, sur certaines diapos. On va essayer de répondre au maximum aux questions que vous vous êtes posées. Si on reste sur cette partie-là qui fait un peu le comparatif entre ces différents travaux prospectifs, on reviendra plus tard sur le coût total parce qu'il y a pas mal de questions qui ont trait à ça. Et beaucoup de gens font remarquer les messages que RTE a eu l'occasion de passer à l'occasion de la sortie de son rapport. Mais je préférais axer une autre question parce qu'en fait, certaines personnes font remarquer que peut-être on pourrait utiliser de la biomasse pour faire de l'électricité, que les ENR thermiques peuvent aider aussi à baisser les besoins en électricité pour satisfaire certains besoins. Et je me demandais si vous pouviez dire un mot finalement sur cette analyse qu'a eu Negawatt, mais je ne sais pas si c'est le cas dans les autres scénarios, de faire une analyse de la complémentarité des vecteurs d'énergie. Parce que là, c'est vrai qu'on est focalisé sur l'électricité, mais bien sûr, ce vecteur est un peu dépendant des autres. Et du coup, si Negawatt a fait ce travail-là de voir les avantages comparatifs d'un vecteur par rapport à d'autres, est-ce que les autres scénarios répondent un petit peu aussi sous cet angle-là? Ouais, c'est une discussion en soi, donc je pense que si on l'ouvre, on va rater nos objectifs de timing par ailleurs. On fait un petit point, disons, rapide. Non, très, très, très rapidement. Du côté de Negawatt, c'est clairement un enjeu bien identifié et la question de l'équilibre entre les vecteurs, entre les ressources, les usages, les réseaux qui les transportent est un point important qui nous conduit, par exemple, à privilégier plus d'électricité dans les bâtiments, mais avec de la pompe à chaleur dans des bâtiments rénovés de façon performante, et donc à en chasser en partie le gaz, mais à privilégier le gaz pour une partie de la mobilité et pour la majeure partie du fret, pour des raisons liées au réseau et surtout aux matériaux, batteries, etc. Donc, le scénario Megawatt fait des choix, enfin, disons, est basé sur une optimisation ou une recherche d'optimisation de ce point de vue-là. Et il y a effectivement des enjeux du côté de l'utilisation de la biomasse pour se substituer à de la combustion d'énergie fossile. L'ADEME, dans ces différents scénarios, examine très fortement aussi ces enjeux autour, y compris des différents usages de la biomasse pour de l'énergie et pour d'autres points. À l'inverse, c'est une problématique qui est mal abordée par construction par RTE, puisque, comme je le disais, les scénarios de RTE sont avant tout électriques, et donc la modélisation de RTE ne permet pas de capter correctement ces enjeux d'optimisation, d'où un travers en faveur de l'électrification dans les scénarios RTE. J'ajouterais juste qu'il n'y a pas de production d'électricité par la biomasse ni de biogaz, sauf pour des questions d'appoint, des questions voilà d'ajustement du réseau, mais c'est exclu. Donc le raisonnement de Negawatt, c'est que chaque vecteur a des usages privilégiés, on va dire, pour des questions physiques et aussi économiques, mais voilà, en tout cas pas de production d'électricité par biomasse, sauf exception. Très bien, merci. Je prends encore une autre question. Vous essayerez de faire une réponse courte, puis on passera sur la partie 3 et après on finira vraiment par tout le reste des questions. Des personnes font remarquer que la sobriété est venue un peu plus dans le discours depuis quelques temps. Mais que ce n'est pas forcément quelque chose qui est encore bien intégré ou intégrable dans la société. Donc on me demande un peu quel récit on peut faire autour de ça. Et il se trouve que justement certains scénarios portent un imaginaire autour de la sobriété. Quel récit on peut faire de la sobriété, voire même quelle législation on pourrait mettre en œuvre, parce qu'effectivement tout ne va pas se faire tout seul, et encore moins quand certains médias ont tendance à pas bien comprendre cette question-là et à reprendre des messages pas forcément pro-sobriété.
Ouais, pour le coup, enfin, on va pas ouvrir le débat non plus parce que là, on éclate vraiment. C'est un sujet en soi et je pense qu'on fera des webinaires ou des interventions dans le domaine, dans le débat public sur ce sujet qu'on connaît bien. Mais là, on est dans une configuration où c'est la sobriété subie qui nous arrive là. Et ben, il faut la transformer en sobriété choisie et pas pour des raisons seulement de défensive, mais aussi parce que si on avait fait la sobriété, on serait moins dépendant du gaz russe, quoi, ou du pétrole russe. Simplement, cette simple équation, je pense, qui est compréhensible par tout le monde, devrait, et notamment dans le débat public et le discours politique, qui est quand même vraiment important, et on parle beaucoup d'énergie. Et si l'AIE prend cette position, je le répète, pour moi, c'est quand même un signe très important en situation d'urgence. Ce qui marche le mieux, et même pratiquement ce qui marche, le seul truc à marcher tout de suite et qui coûte pratiquement rien, c'est la sobriété. Donc c'est aussi une question de résilience, c'est une question, de démocratie, c'est une question peut-être aussi d'éviter des interdépendances qui alimentent les conflits armés ou pas dans le monde. Donc ça fait vraiment de très bonnes raisons pour remonter ce sujet en haut de la pile. Oui, pas plus à dire face à l'urgence climatique qui reste sur la table et à l'urgence de retrouver des leviers de souveraineté énergétique, de sécurité et disons, de résistance à des effets sur les prix. La sobriété, que ce soit comme levier à court terme ou à levier structurel à moyen terme, est vraiment notre meilleure option. Et donc, voilà, on salue évidemment à Négawatt le fait que beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui ne voulaient pas en parler en parlent positivement. Et je pense que là-dessus, on peut donner rendez-vous dans les prochains mois sur des productions de notre part ou d'autre pour avancer sur ce sujet, y compris sur l'électricité, pour revenir à notre point, parce que, y compris par rapport à la transformation du système électrique qui est devant nous, la sobriété, c'est un moyen de maîtriser cette transformation sous ses aspects techniques, économiques et de ses impacts sociaux à travers les prix. Très bien, merci. Bon, on va passer à la troisième partie. Je vois qu'il y a aussi pas mal de questions qui demandent des précisions pour savoir si tous ces scénarios prennent bien en compte la hausse des besoins, par exemple sur le véhicule électrique, ou le fait que si on a moins de fossiles, il faudra remplacer par de l'électricité. Je ne demande pas aux intervenants de répondre, je réponds oui. Généralement, tous ces scénarios, bien sûr, prennent en compte toutes les variations, les évolutions de consommation et les changements de vecteurs énergétiques, justement, comme on venait de dire. Donc là-dessus, pas spécialement de soucis, c'est bien pris en compte. On démarre avec Oui, cette troisième partie, ouais. si vous le voulez bien. Il y a une convergence des scénarios sur l'électrification, même si tous ne la situent pas au même niveau. Donc, troisième partie sur laquelle on va dérouler en fait un certain nombre de critères d'appréciation du choix, et on va inévitablement le faire assez vite. Simplement, voilà, en résumé, et je ne le détaille pas ici, les différents éléments qu'on peut poser à travers les deux premières parties en bilan à date en France du nucléaire d'un côté et des énergies renouvelables, hein, autour à la fois d'éléments structurels comme le caractère centralisé ou décentralisé, ou les évolutions structurelles des coûts et donc des soutiens publics, mais aussi à travers des dynamiques différentes. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses aujourd'hui qui opposent ces deux options, et donc par rapport au choix d'un mix électrique et d'une projection basée uniquement sur les renouvelables ou faisant la part au nucléaire, il y a un certain nombre de critères importants à prendre en compte. On va les passer en revue en commençant par celui qui était évoqué à l'instant, celui des coûts. Donc, avec toutes les questions, et ça ferait en soi, là aussi, l'objet d'un webinaire hein, sur le périmètre des coûts, les modes de calcul, etc. Donc, on va juste rappeler quelques éléments. Marc, je te laisse peut-être commenter cette évolution des coûts vue par la seule base de données fiable pour le regarder dans la durée, qui est celle des coûts aux États-Unis et via la banque Lazare.
Alors oui, alors là on parle de coût, alors dans le jargon LCOE, c'est Levelized Cost of Energy, c'est le coût sortie centrale, donc la bande de la moyenne de production. Donc là, on a une baisse des coûts qui est vraiment très spectaculaire. C'est le photovoltaïque hein, qui, dans les années 2000, et encore, on aura pu, si la courbe était plus longue dans le temps passé, on verrait que c'est depuis plus de 30 ans que cette inflexion a eu lieu, a commencé à avoir lieu, et donc elle continue de spectaculaire. Donc depuis 2000, donc en 10 ans, une baisse de 90% des coûts de production. Pour l'éolien, c'est moins spectaculaire, mais c'est aussi une technologie qui est moins sujette à évolution technique. Hein, c'est de la mécanique et de l'aérodynamisme, etc. Mais on a aussi des baisses importantes. Et ce qui est important à regarder, c'est ces petits carrés, là, les croisements des courbes de coûts sortis de centrale entre les filières renouvelables et le nucléaire, qui s'est fait dès 2010 dans l'éolien et qui s'est fait en 2013. Alors, c'est au niveau mondial. Hein, et côté France, on a des indicateurs qui sont les prix que demandent les développeurs de projets éoliens d'un côté, photovoltaïques de l'autre, dans les appels d'offres creux dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, les appels d'offres lancés par l'État pour des puissances données, et qui, alors ça c'est les moyennes, hein, c'est la creux ne publie que les moyennes des prix demandés, donc ce sont des prix industriels, ce sont des prix réels, d'économie réelle, que les opérateurs demandent pour pouvoir rentabiliser leurs investissements. Côté nucléaire, bon bah c'est le référence aujourd'hui, c'est Hinkley Point, puisque c'est EDF qui a demandé d'avoir ce niveau de tarif d'achat il y a déjà quelques années, et d'ailleurs en demandant un tarif d'achat. Et au passage, le tarif d'achat a été inventé et conçu pour permettre le développement de filières nouvelles, on va dire, hein, les renouvelables, qui avaient besoin d'avoir un débouché sur un temps suffisant pour générer des investissements dans l'appareil de production, des moyens de production. Et elles sont au rendez-vous, et les aides publiques sont en train de s'effacer. Ça a été mis tout à l'heure. Alors que le nucléaire, c'est l'inverse. Le nucléaire a besoin de plus en plus d'aides puisque ses coûts augmentent. Et donc le tarif d'achat nucléaire, il n'a pas vocation à s'arrêter, il a vocation à commencer un jour et à ne plus jamais s'arrêter. Et du reste, la gestion des déchets ou des choses de long terme comme ça peuvent être apparentées à un soutien public de long terme. Un mot, je le rappelais tout à l'heure, hein, ces données changent tous les jours. Donc là, c'est simplement une illustration. On revient à l'exercice de roadmap net zéro de l'AIE. C'est les projections que l'AIE fait sur l'évolution des coûts des différentes technologies. Vous voyez qu'elle projette encore d'ici à 2050 des baisses de coûts très importantes. 58% pour le PV, 66% pour l'éolien offshore. À l'inverse, pour le nucléaire, elle envisage une baisse, mais beaucoup plus modérée. Donc les écarts, a priori, vont avoir tendance à s'amplifier. En tout cas, même l'AIE aujourd'hui le pense. Ce graphique-là est évidemment important puisqu'il répond à la préoccupation, au-delà des coûts de production sortis de centrales, de la question du coût système. Alors, on a beaucoup d'exercices qui éclairent ça d'une manière ou d'une autre, mais le seul qui le fasse de façon assez complète aujourd'hui, c'est justement le travail de RTE. RTE a regardé l'évolution du coût complet du système pour les différents scénarios à l'horizon 2050-2060. Il en ressort globalement, et c'est le message qui était passé publiquement, que pour la comparaison normalisée centrale, le coût des scénarios avec nucléaire est moins élevé que le coût des scénarios allant vers les tout renouvelables. C'est un point qui est à nuancer très fortement. D'abord parce que si on prend en compte la dimension sobriété, eh bien, l'écart entre les trajectoires sobres et les trajectoires de référence est au moins du même ordre que l'écart entre les trajectoires selon le mix électrique pour une même consommation. Et puis surtout, il y a une série d'hypothèses qui, en fait, dans le détail, restent favorables au nucléaire. Le fait notamment que RTE ait pris pour le nucléaire des hypothèses qui sont les hypothèses officielles aujourd'hui d'EDF et du gouvernement sur le coût de ces futurs EPR. Et puis une hypothèse importante, cruciale même, qui est rapportée ici, qui concerne ce qu'on appelle le taux de rémunération du capital, hein, c'est-à-dire en fait le coût financier de l'investissement qui
a été choisi par RTE à 4% pour toutes les technologies, alors que réalistement, il serait aujourd'hui probablement sur les marchés plus bas que 4% pour les renouvelables et sensiblement plus élevé pour le nucléaire. Et en fait, RTE a produit une analyse de sensibilité où, en appliquant 4% pour les renouvelables, mais 7% pour le nucléaire, l'avantage que le taux de 4% donne au scénario avec nucléaire est en fait annulé. Ce qu'on retient, nous, de ça, c'est que quand on prend en compte l'ensemble des coûts, il y a une variation de plus ou moins 15% sur le coût complet du système électrique qui est très faible en réalité par rapport à l'ensemble des paramètres et des incertitudes, qui nous dit qu'on est en fait dans des environnements économiques très proches. Et quand on y inclut ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que les évolutions sont a priori favorables aux renouvelables, nous, on y trouve la conviction que l'avantage économique est au mix tout renouvelable à l'avenir. Surtout, et je ne vais pas m'appesantir là-dessus, si on y inclut des coûts qui ne sont pas pris en compte méthodologiquement par construction par RTE, les coûts à très long terme liés aux incertitudes sur le démantèlement et la gestion des déchets, mais aussi le coût voilà, difficile à intégrer de l'accident. Je rappelle juste ici, c'est des chiffres de l'IRSN qui avait trouvé pour un accident nucléaire majeur en France un coût médian de 420 milliards d'euros pour la collectivité, qui évidemment pèse dans le bilan. Donc voilà pour le bilan sur les coûts. On avance avec la question du rythme de déploiement. Alors là, on n'a pas mis de slide, je crois. Simplement, on l'a déjà évoqué. Du côté du nucléaire, on est sur des temps forcément longs, une quinzaine d'années entre le moment où on décide de faire un réacteur et le moment où il sort de terre. Des temps longs également et des incertitudes sur la prolongation de durée de vie. Et puis surtout, des incertitudes assez fortes sur disons, une impossibilité de garantir que les capacités visées seront effectivement disponibles aux dates prévues. Et donc, c'est quelque chose de très différent. Et je te laisse en dire un mot, Marc, des renouvelables. Bah, les renouvelables, ça s'installe très rapidement. Alors c'est vrai qu'en France, on a un certain handicap avec des procédures administratives qui sont très longues, qui sont les plus longues de l'Europe, en tout cas peut-être du monde, et qui ont alors une raison d'être qui n'est pas du tout à négliger, c'est celle de protéger les impacts, alors que ce soit les riverains, que ce soit les paysages, l'environnement, etc. Mais ça, on peut le faire en moitié de temps de ce qu'on fait aujourd'hui. Un projet éolien, par exemple, il va mettre 8 à 10 ans à être construit à partir du moment où il a commencé à être développé. Il y a des pays très voisins qui ont des durées moitié de ça et ça se passe très bien. Enfin, ils n'ont pas non plus, ils sont pas non plus en situation d'impact très négatif. Et donc il y a un enjeu simplification des procédures, accélération. Alors je pourrais vous parler pendant 3 heures de ce qui se passe sur le photovoltaïque avec un nombre de circuits vraiment incroyable. Donc un effort de simplification est nécessaire et si on fait ça, on arrivera à des délais très rapides et c'est plutôt le côté administratif que tout le reste qui ralentit le développement en France. Alors, là aussi, sujet vaste qui pourrait faire l'objet et qui a déjà fait l'objet d'ailleurs d'un séminaire, la question de la sécurité électrique et du maintien de la sécurité du système avec une production variable non pilotable qui augmente. Un premier point qu'on voulait apporter, c'est celui-ci, c'est que c'est quand même quelque chose de très dépendant aux effets de pointe. Et donc, ce n'est pas inutile de souligner que dans un scénario comme Négawatt, comme illustré ici, la pointe hivernale est abaissée de plus de 90 gigawatts aujourd'hui à 60 gigawatts environ, du fait d'un programme résolu, complet de rénovation thermique du parc. Et ça dimensionne évidemment très différemment le système. Mais voilà, au-delà de ça, il y a d'un côté des questions sur la pilotabilité fine du nucléaire dans un environnement où il n'y a plus que des renouvelables et il doit s'adapter à leur variabilité. Alors, EDF communique beaucoup sur sa capacité à faire un suivi de charge très important, comme illustré ici avec ses réacteurs. En fait, quand on creuse, ce suivi de charge, il est possible, mais il n'est pas répétable à l'infini par réacteur par an. Et donc, il ne faut pas du tout s'imaginer que les réacteurs seront capables de faire du suivi de charge journalier pour s'adapter à la production photovoltaïque. Et puis surtout,
qui dit suivi de charge, dit fatigue et enjeu de sûreté et surtout impact négatif rapide sur la rentabilité compte tenu du modèle économique des réacteurs qui est quand même de fonctionner à pleine puissance en base le plus possible. Alors côté renouvelable, je vais pas vous détailler ça parce que je vous renvoie, si ça vous passionne le sujet, et il est passionnant, au webinaire qui a été enregistré, dont vous avez l'adresse en bas de l'écran. Je vais pas répéter ça, donc c'est des slides qui sont extraits de cette présentation. Très rapidement, celui en haut à gauche, c'est les moyens de stockage, en fait, la diversité des moyens de stockage en fonction du volume à stocker et du temps de stockage nécessaire. Et pour le dire vite, les deux rouges en haut à droite sont ceux du power to gas, donc la transformation de l'électricité en hydrogène via l'électrolyse, qui permet d'avoir des molécules qui sont stockables, utilisables dans des situations très différentes, et donc de faire face à des volumes très importants. On parle de dizaines, voire de centaines de térawattheures à stocker pendant des durées longues, éventuellement d'une saison à l'autre. Et ça, c'est des technologies qui sont pas seulement prouvées, mais qui sont aujourd'hui opérationnelles à échelle, on va dire, importante, en pré-industrialisation. Et puis en dessous, c'est des projets de recherche-démonstration sur la réactivité des renouvelables pour répondre à des événements sur le réseau qui affectent la fréquence, donc ce qu'on appelle la sûreté du réseau. C'est pas, c'est pas la sûreté nucléaire, mais les impacts économiques seraient extrêmement forts. Donc on a des retours d'expérience de programmes de recherche et de démonstration qui montrent que le photovoltaïque avec des batteries, de l'éolien, etc. Il y a aussi un peu pour le coup de biogaz qui est là un usage ponctuel, on va dire. Ça, c'est prouvé aussi. Et celle en haut à droite est très importante parce qu'elle a le logo RTE. Et c'est RTE qui a, pendant ses travaux qui ont été publiés, a travaillé en parallèle dans des programmes européens qui montrent qu'on est capable on est capable de construire des réseaux 100% renouvelables, variables, c'est-à-dire que photovoltaïque et éolien, même pas d'hydraulique, plus aucune machine tournante pour les spécialistes. Et ça, grâce à des technologies qui sont aujourd'hui bien connues, qui sont de l'électronique de puissance, qui sont apparus dans les années 80-90, qui ont permis de raccorder le photovoltaïque au réseau électrique et qui aujourd'hui deviennent c'est une forme de révolution copernicienne dans le domaine du réseau électrique. Ces engins permettent en fait, alors moyennant des évolutions de type contrôle-commande, mais la technologie est là, plus des convertisseurs des compensateurs synchrones, des technologies existantes aujourd'hui qui pourraient permettre, et c'est RTE qui le dit, c'est pas nous, d'aller vers un 100% renouvelable, même sans aucune machine tournante. Le dernier, alors c'est pas le bon slide, en fait celui-là c'est celui de l'ADEME sur les coûts. Il aurait fallu que je montre un du CIRED, donc le centre de recherche économique du CNRS, qui a travaillé lui sur les coûts du stockage avec des batteries, enfin sur des hypothèses très vérifiables, on va dire, et qui arrive à des coûts complets du fonctionnement du réseau qui sont très favorables de mémoire, c'est en dessous de 40 € du mégawattheure. Alors il n'y a pas tout à fait tout dedans, mais il y a l'essentiel des coûts et on voit qu'on est compétitif. Voilà donc pour la question de la sécurité électrique. Plus largement, il y a évidemment toute la question des risques, risques pour la santé, la sécurité, l'environnement associé au recours aux différentes options. Donc là encore, on n'a pas mis de slide pour insister sur ces points, mais simplement, évidemment, du point de vue du risque lié à l'accident majeur, du risque terroriste, du risque militaire, comme on l'a malheureusement vu de manière inédite en Ukraine. Le nucléaire pose des problèmes de risque à l'échelle régionale, nationale, voire internationale. Et Marc, donc par comparaison. Par comparaison, quand une pale d'éolienne se détache, elle va à quelques centaines d'heures. Il y a une anecdote dont je me rappelle, c'était des éoliennes à Dunkerque. À l'époque, elle faisait 300 kW. Il y a une pale qui s'était détachée avec un jour de tempête. Elle était tombée dans la mer et elle avait vogué un petit peu. Elle était arrivée à 5 ou 10 km de là. Et à l'époque, les autorités de sécurité considéraient que la zone létale, c'est-à-dire la zone de risque de vital auprès d'une éolienne, c'était 10 km parce qu'on avait retrouvé la pale à 10 km. Donc plus sérieusement, les risques locaux, il n'y en a pas, ou quasiment pas, avec les renouvelables électriques. Alors, on poursuit avec une question plus large des vulnérabilités et dépendances. Donc là, c'est essentiellement les dépendances à des matières premières, technologies et ressources diverses. Du côté du nucléaire, il y a évidemment des dépendances notamment à l'uranium importé, des dépendances aussi technologiques. On se souvient que la cuve de l'EPR
les pièces essentielles ont dû être fabriquées ailleurs qu'en France parce que nos forges ne possédaient pas la capacité nécessaire. On a aussi, dans l'actualité récente, évidemment, la mise en évidence d'un certain nombre de dépendances technologiques ou industrielles liées à des accords avec la Russie. Donc, clairement, du côté nucléaire, il y a des dépendances et tout l'uranium, j'ai oublié de le rappeler, est importé. À l'inverse, côté renouvelable, Marc Côté renouvelable, les matières premières sont connues, sont maîtrisées, enfin sont pas extraordinaires. Alors, il n'y a pas de terres rares dans les renouvelables, à l'exception de quelques éoliennes de très forte puissance, mais dont les fabricants aujourd'hui cherchent des solutions alternatives. Mais sinon, il n'y a pas de terres rares, il y a peu de matériaux critiques. Il y a un sujet cuivre qui concerne pas seulement les renouvelables, qui concerne l'ensemble de la transition énergétique, puisqu'on va électrifier. Donc c'est vrai qu'il y a des sujets autour de ça, mais la question des ressources n'est pas un sujet crucial pour les renouvelables, d'autant plus si on limite les puissances à installer par la sobriété et l'efficacité, donc par une consommation moins importante. Alors j'en profite pour dire qu'on ouais. est déjà presque arrivé au bout de l'heure. On va se permettre pour les presque 500 personnes qui sont encore là de continuer un petit peu. Hein, je préviens tout le monde. Si vous pouvez un tout petit peu accélérer, comme ça on gardera un petit temps d'échange. Tout à fait, mais on essaye d'accélérer, mais on a quasi fini. Sur les questions de résilience, c'est bien. Là, c'est vraiment juste deux illustrations qu'on va faire très rapidement. Côté nucléaire, c'est le problème de la corrosion sous contrainte de circuits important pour la sûreté qui est apparu à Civaux et qui concerne aujourd'hui 5 réacteurs déjà arrêtés, 6 autres qui sont dans le viseur et potentiellement tous les réacteurs avec comme implication une prévision de facteur de charge inférieur à 60%, ce qui est vraiment extrêmement faible pour le parc nucléaire en 2022 et 2023. Donc l'illustration en fait d'un problème complètement générique et impactant de façon majeure. Et à l'inverse, donc et pour l'éolien, un incendie d'une éolienne dans un parc offshore aux Pays-Bas qui a arrêté 2 autres éoliennes à côté parce qu'elles étaient raccordées, donc il a fallu refaire les câbles, mais il ne s'est rien passé sur le parc, il ne s'est rien passé sur le système électrique. Voilà. Donc illustration vraiment de risques très différents dans leur nature générique et leur nature centralisée. Avant-dernier élément, la répartition de la valeur créée, on va passer vite, mais évidemment, ça pose des questions qu'on a évoquées tout à l'heure autour de l'emploi. Marc, un mot sur ce point. C'est dire que voilà, j'ai déjà un peu dit, donc je vais pas faire des redites, mais ce sont des projets de territoire qui apportent de la richesse et qui, quand on investit, notamment si c'est les collectivités locales, les acteurs des territoires, les citoyens qui investissent, eh bien la richesse elle reste sur le territoire. Donc c'est un enjeu aussi de ce côté-là. À l'inverse, côté nucléaire, les retombées sont beaucoup moins réparties à l'échelle du territoire national et là où elles existent, elles créent également des formes de dépendance très fortes qui participent de l'effet de verrouillage qu'on évoquait. Dernier point, la question de la fin de vie. Alors sur le nucléaire, je ne vais pas insister, on a déjà évoqué les questions de démantèlement, un peu celles de déchets à vie longue. Il y a évidemment du côté du nucléaire un transfert de charges intergénérationnel inévitable. Mais peut-être le point, c'est d'insister sur le fait qu'il y a beaucoup moins d'enjeux du côté renouvelable. Il y a moins d'enjeux, mais il y a plus d'acteurs, puisque là, alors ce sont des exemples, que ce soit sur le photovoltaïque ou l'éolien, où d'abord ces questions de fin de vie sont un souci depuis le début des industriels eux-mêmes, qui par exemple, VeCycle a été créé sans obligation à la date où ça a été créé. Ils ont anticipé en fait sur les questions de recyclage et de récupération des panneaux photovoltaïques. Dans l'éolien, on a des projets, alors des programmes aujourd'hui existants sur la réutilisation des matériaux des pales qui sont en fait c'est de la fibre de carbone. Donc il n'y a pas que l'éolien qui s'en sert et c'est un problème général. Les coques des bateaux de plaisance par exemple ou les ailes d'avion. Mais il y a déjà aujourd'hui des technologies et des acteurs qui arrivent à recycler en grande partie ces pales. Alors je parle des pales parce que tout le reste c'est du métal, c'est des choses très classiques en recyclage, qui a rien d'extraordinaire et c'est le seul problème, on va dire, qui reste encore un petit peu et qui est mis en avant souvent sur les réseaux sociaux. Et puis il y a ce projet Zero Waste Blade Research Project qui est un projet mené par des Français notamment avec
l'université Jules Verne, je crois, à Paris, qui est des pales du futur, alors, dans un futur qui est très proche. Hein, voilà, dans les quelques années qui viennent, on aura des solutions de pales qui seront conçues pour être recyclables dès le départ. Et une fois qu'on aura fait ça, on aura bouclé la boucle des questions de récupération de matériaux de recyclage, qui est un vrai sujet. Et on est à des taux de 97%, 98%. Voilà, c'était le dernier point. Donc, en conclusion, voilà, cette position verrouillée sur le nucléaire et la nécessité pour nous, à l'image, à l'issue de cette analyse multicritère, d'aller vers le 100% renouvelable, couplé évidemment, et on l'a déjà évoqué, à la sobriété et à l'efficacité énergétique pour un avenir globalement plus durable, plus compétitif, plus résilient et plus démocratique. Voilà. Merci beaucoup à vous deux d'avoir fait cet effort d'aborder un maximum de sujets en si peu de temps. On sait que ce n'est pas évident et on a eu pas mal de questions. Alors, je vois qu'il y a parfois des gens qui lèvent la main. Je les invite vraiment à poser leurs questions par écrit, parce que comme vous êtes encore 450, ça va être un peu compliqué si on commence à donner la parole. Alors, parmi les questions que j'ai retenues qui étaient dans le chat, là, alors il y a par exemple la question alors c'est un peu spécifique, mais du réchauffement climatique. Des gens se demandent si, enfin vous, dans vos réflexions, vous avez pris en compte les impacts du réchauffement climatique à la fois sur la filière nucléaire et aussi sur les filières renouvelables. En quelques mots, en quoi ça peut peser dans un sens ou dans un autre? Alors ça pèse évidemment, c'est un enjeu limitant incontestablement pour le nucléaire, en particulier le nucléaire de rivière. Voilà, c'est plus un enjeu de limitation de la productivité du nucléaire qu'un enjeu de sûreté au sens strict. Ça peut aussi avoir un impact sur la productivité des énergies renouvelables. Ça, on ne l'a pas regardé dans le détail. On n'a pas la capacité de faire cette modélisation. En revanche, RTE l'a complètement intégré avec une modélisation très poussée faite par Météo France dans ses analyses. Et donc, quand RTE apporte des conclusions sur la faisabilité de scénarios 100% renouvelables notamment, c'est en tenant compte aussi de cette préoccupation qui par ailleurs globalement est un sujet insuffisamment développé dans toutes ses dimensions, là, du côté demande aussi dans les scénarios, et c'est quelque chose qui est devant nous pour tous les porteurs d'analyse prospective. Côté renouvelable, l'impact principal, ça va être sur l'hydraulique, où là aussi RTE nous aide beaucoup puisqu'ils ont des moyens qu'on n'a pas, mais qui prévoient une baisse de l'hydraulicité, donc un maintien relatif de la capacité de production en France de l'électricité par hydraulique. C'est plutôt une baisse tendancielle. Pour ce qui est du photovoltaïque, bon, il y a pas d'effet. Enfin, l'augmentation des températures peut être un problème de refroidissement puisque le photovoltaïque baisse fortement sa production quand il arrive à des 60-70 degrés. C'est un souci dans les régions aujourd'hui très ensoleillées, ça peut l'être. On l'a pas pris en compte en tant que tel, c'est un travail qui est un peu compliqué. Pour l'éolien, je pense que les modèles de prévision aussi sont en cours de développement et c'est encore plus compliqué à évaluer. Alors on peut dire qu'il y aura un effet, enfin c'est à peu près certain. Est-ce qu'il sera en plus ou en moins? C'est une question et surtout l'important c'est d'anticiper et le sujet qui est derrière c'est ça va jouer sur la puissance installée en fait, puisque ça va avoir tendance à jouer sur le fameux facteur de charge dont on a parlé plusieurs fois, mais je pense pas que ce soit des contraignants au point où ça peut l'être pour le nucléaire qui a vraiment besoin de beaucoup d'eau pour se refroidir, sinon c'est vraiment grave quoi. D'accord, ok, merci pour cette réponse. Marc, tant que tu as le micro, j'ose dire, on va parler photovoltaïque parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur le photovoltaïque, sur le fait que alors, il y avait des questions de biodiversité par rapport au parc au sol, il y avait des questions sur le fait que dans les files d'attente de raccordement, le PV en toiture était parfois moins vite servi que le PV au sol. Du coup, est-ce que tu peux dire un mot sur peut-être déjà la diversité des types d'installations que Negawatt imagine dans son scénario et sur éventuellement les leviers qui permettraient de débloquer un peu ces délais de raccordement qui sont parfois un peu trop longs?
Alors d'abord sur le potentiel du photovoltaïque, il est tout simplement énorme. L'ADEME a fait un travail en 2017 dans son étude mix 100% renouvelable avec un point d'interrogation, je précise. C'est un peu la référence, elle identifie voilà alors en filtrant beaucoup, c'est-à-dire qu'on va pas chercher de surface agricole, on va pas chercher de surface environnementalement sensible, etc. Et donc on est très loin d'utiliser la majorité de ce potentiel. Et du coup ça laisse une grande latitude sur le type de projet qu'il va y avoir. Donc dans le scénario négawatt, on a un peu diversifié avec la petite toiture, la moyenne toiture, du parc au sol, etc. On a aussi des toitures est-ouest par exemple. On commence à avoir intérêt à ne pas optimiser la production en tant que telle, mais à la répartir mieux sur la journée. Donc on va pas être au-dessus à est-ouest. Mais tout ça laisse vraiment une très grande latitude qui permet d'affirmer que, alors pas dans les scénarios avec une très forte consommation, on monte à des 200 gigawatts de photovoltaïque. Là on commence à avoir des petits soucis, mais au niveau où on est dans négawatts de mémoire, on est autour de 140 gigawatts. On n'a vraiment pas besoin d'aller utiliser de la surface agricole de production alimentaire, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas rien faire à la campagne et qu'il n'y a pas des possibilités de pluriactivité, production d'électricité, activité agricole, ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme en général. On peut mettre des moutons sous les... Voilà. C'est pas totalement incompatible, mais en tout cas, on est très loin de saturer le paysage et de saturer l'environnement. Ok, merci. Bon, c'est un débat en soi. Yves, peut-être une question alors qui n'est pas facile, je sais, mais il y a des questions qui tournent autour du modèle de gestion. Est-ce que ça vaut le coup d'aller sur de la gestion publique ou est-ce qu'il faut confier toujours aux entreprises privées le développement des renouvelables et globalement du système énergétique, hein. Il y a des gens qui posent la question sur le nucléaire, d'autres sur le renouvelable. Il y a pas mal de débats forcément dans la campagne présidentielle autour de ce sujet-là. Je ne crois pas que Negawatt se soit formellement prononcé là-dessus, mais quelles sont un peu les pistes de réflexion qu'on peut avoir pour penser cette interrogation? Alors, merci de cette question qui est encore une fois difficile et qui ouvre un sujet de webinaire en soi. Mais non, alors Negawatt ne se positionne pas sur le sujet, effectivement, parce qu'on considère que la transition écologique doit pouvoir être mise en œuvre voilà, à travers différents modèles et que ça serait pour nous un problème si elle ne pouvait passer que de façon stricte par une forme d'organisation. Pour autant, il y a quand même des principes. Il y a d'abord le principe de trouver des modes de gestion qui vont dans le sens de l'intérêt général, dans le sens de la préservation des communs, et donc voilà, des formes en matière de gouvernance, de partenariat entre le public et le privé à développer. Et en tout cas, notre conviction, mais là, c'est une observation de tous les jours, c'est que le marché et sa main invisible n'envoient pas les signaux pour produire la transition dont on souhaite, même si, pour les renouvelables, aujourd'hui, c'est évidemment beaucoup plus du côté disons, de dynamique de marché qu'elle se développe. Et en creux, ça renvoie, et c'est mon dernier point pour rester court, en fait, au problème de gouvernance que pose le nucléaire. C'est-à-dire que autant du côté des renouvelables, on peut imaginer énormément de formes, on l'a dit, de développement, depuis le petit collectif citoyen à l'échelle locale jusqu'à des choses, à des filières portées au niveau étatique. Autant pour le nucléaire, il n'y a pas autant de choix. Et au contraire, la seule option est pour un nucléaire maîtrisé autant que possible dans ces enjeux de risque, d'aller sur une forme aussi régalienne que possible. C'est celle qu'on a connue avec EDF, c'est celle à laquelle on pourrait revenir avec les hypothèses de nationalisation du parc existant. Et à l'inverse, personne n'imagine, même si on fait un jour des petits réacteurs modulaires, qu'une coopérative citoyenne, qu'une collectivité puisse se payer son réacteur et gérer à son échelle les questions de sécurité, de responsabilité civile par rapport au risque d'accident, de gestion des déchets, etc. On peut ajouter que l'aspect économique qui a été évoqué pour le taux d'accès à l'emprunt, on voit bien que, en fait, la conclusion de ça, c'est que le renouvelable est finançable facilement par le commun des mortels avec des
taux, enfin dire qui reflète le risque pressenti par le financeur de l'ordre de 3% aujourd'hui, c'est ce qui s'est arrêté aujourd'hui. Le nucléaire, il y a la question de la sécurité et de la sûreté dont on va parler, il y a aussi la question économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nouveau nucléaire ne peut pas être financé par le marché. D'ailleurs, les Américains, depuis 79, il y a eu beaucoup de présidents américains qui ont annoncé la relance du nucléaire, et comme là-bas, l'État ne paye rien, le marché non plus n'a rien payé, et donc on voit bien que l'hypothèse de nationalisation d'EDF est aussi probablement la seule réponse possible d'un point de vue opérationnel. Si on veut faire du nucléaire, c'est que l'État, donc c'est plus les consommateurs, c'est plus le marché, ce sont les contribuables que nous sommes tous qui seraient mis à contribution comme ils l'ont été dans le passé. Et ça doit être aussi un sujet de débat politique qui est mis sur la table, et pour l'instant il est relativement ignoré. Très bien, merci. Alors Yves, il y a une question aussi. Alors je reviens sur l'actualité de l'Ukraine. Hein, c'est pas très joyeux malheureusement, mais on a vu qu'il y a un risque supplémentaire qui s'est ajouté avec ce risque de guerre proche des centrales nucléaires ukrainiennes, notamment parce qu'elles stockent aussi, comme les nôtres, des combustibles usés. Quel est un peu le niveau de risque à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Le niveau de risque, il est majeur, et effectivement, on savait avant, on sait, personne ne peut contester depuis Fukushima et les évaluations qui ont été faites à ce moment-là, quand, pour ceux qui s'en souviennent, on a craint la perte en eau d'une des piscines d'un des réacteurs, que en fait, la perte d'eau sur une piscine d'entreposage de combustible usé est potentiellement un scénario encore plus grave qu'un accident majeur de réacteur, qui lui est déjà un scénario évidemment catastrophique. Oui, les piscines d'une manière générale sont moins protégées et plus vulnérables sur les installations nucléaires que les réacteurs eux-mêmes, donc c'est un sujet. Mais plus globalement, ce que nous montre la guerre en Ukraine, c'est qu'il y a effectivement un sujet nouveau de vulnérabilité des installations nucléaires à des actes de guerre. Alors, ce n'est pas un sujet nouveau sur le plan technique, c'est un sujet nouveau sur le plan politique, parce que jusqu'ici, il était admis que cette situation était en fait interdite du fait de la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire qu'une attaque comme celle qui a eu lieu à la centrale de Zaporojie était a priori couverte par les stratégies de dissuasion. Elle aurait été assimilée à une attaque nucléaire. Et on voit que ce mécanisme est défaillant. Ça pose énormément de questions, hein, par ailleurs, sur l'évolution du nucléaire militaire s'il ne remplit plus ce rôle-là. Mais du côté du nucléaire civil, ça pose une question absolument nouvelle, qui est faut-il protéger les installations nucléaires existantes ou nouvelles contre des actes de guerre? Sait-on le faire? Si oui, avec quels critères, dans quelle mesure? On imagine mal les pays ou une instance internationale dire demain quels pays sont plus ou moins à risque, et donc à risque de guerre, surtout quand on parle d'installations comme l'EPR, hein, les projets dont on a parlé tout à l'heure, les annonces d'Emmanuel Macron, c'est des réacteurs EPR qui sont mis en service jusqu'en 2050 environ, qui sont prévus pour fonctionner au moins 60 ans. Donc, ça veut dire que se projeter dans cette évolution, c'est soit être absolument confiant dans le fait que la France ne sera exposée à aucun conflit sur son territoire à cette échelle, soit admettre que c'est une vulnérabilité acceptable. Bien, merci. Et pour ne pas finir sur cette note un peu angoissante, je vais poser une dernière question à Marc. Certaines personnes ont évoqué la question de l'hydrogène dans le système électrique. Voilà, est-ce que tu peux en dire un mot? Quelle place l'hydrogène peut prendre? À quel niveau? Et puis, est-ce qu'il y a un enjeu à faire un hydrogène plutôt à partir de renouvelables ou à partir de nucléaire? Enfin, voilà, comment tu analyses la question, et on finira là-dessus en quelques minutes, s'il te plaît. Alors clairement oui, l'hydrogène est absolument incontournable dans la transition énergétique, avec un système alors électrique, mais pas que électrique, c'est un passage obligé. Dans des volumes relativement importants, de mémoire, et Thomas me dira peut-être si j'ai une bêtise, mais c'est de l'ordre de 70 TWh
d'excédent d'électricité en fait qu'on transforme en hydrogène dans le 100 MW, c'est-à-dire quelque chose autour de 15% de la production, si je dis pas de bêtises. Mais après, c'est ce qu'on fait de cet hydrogène, et aujourd'hui c'est un sujet à la mode et c'est un peu le problème. Alors évidemment, l'hydrogène renouvelable, l'hydrogène vert, il n'y a pas de doute là-dessus. D'ailleurs, pour l'instant, en tout cas au niveau européen, c'est assez clair. Il peut y avoir de l'hydrogène nucléaire, mais il faut l'appeler nucléaire et pas décarboné. Ça rend les choses beaucoup plus claires. Après, il y a un sujet aujourd'hui de mode, on va dire, entre guillemets. En plus, il y a des appels à projets dans tous les sens. Et ce qu'il faut, moi, ce que j'ai envie de dire de principal, c'est dissuader de faire des installations de partout, que chaque canton ait son parc photovoltaïque ou éolien avec de l'hydrogène à côté. Aujourd'hui, je le répète, la France est en retard sur la production d'électricité. Donc, avant d'investir dans des choses très modernes, très inaugurables et qui plaisent bien aux élus locaux à base d'hydrogène, il faut mettre nos moyens, et on n'en a quand même pas trop, dans la production elle-même. Aujourd'hui, on n'a pas besoin du tout d'hydrogène côté réseau électrique. On en aura besoin quand on sera à des 60, 70, 80% de renouvelables variables. En attendant, il faut décarboner l'industrie qui consomme de l'hydrogène très carboné. Et là, tout le monde est d'accord qu'il faut aller là-dessus. Mais c'est pas une raison pour mettre un électrolyseur dans chaque canton. Il faut d'abord mettre des panneaux solaires et des éoliennes. Très bien, on finira sur ce mot que la priorité est quand même à l'installation des énergies renouvelables avant toute chose, et ensuite il y a d'autres systèmes qui forcément se grefferont autour. Je vous remercie tous les deux pour ce temps où ce n'est pas évident de tout expliquer. On a essayé d'être le plus pédagogue possible. Je remercie tous les participants qui nous ont suivis. Vous étiez jusqu'à plus de 600 et vous êtes encore plus de 300 avec plus de 20 minutes de retard sur l'horaire. Merci à vous tous d'avoir fait ça. Merci aux 4 personnes de Negawatt qui étaient derrière leur clavier et qui ont répondu à plus de 100 questions par écrit, en plus de celles que j'ai eu le temps de vous poser. Voilà, j'espère qu'on aura de nombreuses personnes qui auront l'occasion de regarder ce webinaire, et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir.